Bonsoir, bienvenue, ravi de vous accueillir dans l'heure de jeu. 60 minutes pour sillonner l'actualité du football helvétique. Et l'information de ce dimanche, eh bien, c'est la victoire du FC Sion face à Thun avec le bijou de cette 15e journée de Raiffeisen Super League signé Bastien Thomas. Une heure que nous allons passer en compagnie de notre consultant Steve Guillot et pour la rédaction Téléclub, Jérôme Crétas sont restés fidèles au poste. Et vous le voyez, un nouveau visage nous a rejoint, Giorgio Contini, entraîneur du Lausanne Sport. Bonjour Giorgio. Bonjour. Vous avez le sourire et pour cause, hier vous avez réalisé une magnifique prestation, on y reviendra dans quelques minutes. Vous le Zurichois qui avez fait vos classes d'entraîneur à Saint-Gall, qui avait entraîné à Lucerne, à Vaduz. Vous vous retrouvez en Suisse romande, à Lausanne. Le choc n'est pas trop rude, ça va ? Non, pas du tout. Comme dit, je connais un peu la mentalité. J'ai fait aussi comme joueur quelques années ici. Alors, c'est bon de rejoindre quelques personnes que j'ai longtemps que je n'ai pas vues. Et de nouveau reprendre le français parce que c'est une langue pas maternelle. Alors j'espère que ce soir ça se passe bien avec mon français. En tout cas, on profite au nom de Téléclub de vous dire merci parce que depuis qu'on vous côtoie, effectivement, vous avez toujours fait l'effort de nous répondre en français. Et logiquement, on va débuter avec la Challenge League et le carton du leader face à Vaduz. Les Grenats, qui n'ont plus perdu depuis le 31 août dernier. C'était d'ailleurs face à un certain FC Lausanne Sport. Deux équipes qui se retrouveront le 8 décembre prochain. Et le premier but tombe juste avant l'heure de jeu dans cette partie avec un corner de Wüttrich dévié dans un premier temps au premier poteau par Routis. Et c'est Alex Schalk qui conclut de la tête au deuxième poteau. Mais les joueurs de la Principauté réagissent bien 9 minutes plus tard. Bon centre de Koulibaly dans les 6 mètres de Frick. Tadic prend habilement le dessus sur le capitaine Routis. Ça fait un partout. 73e minute, il y a d'abord une première tête de Routis récupérée par Rouillet qui centre pour Séverin qui fait lui le pas de retrait et transforme habilement. C'est un para. 82e minute, double grossière erreur de la défense de Vaduz. D'abord la passe en retrait manquée, puis la sortie hasardeuse de Buchel. Schalk en profite et inscrit le doublé. À noter qu'il y aura encore un but en toute fin de rencontre inscrit par Chagas sur un service de Follonier qui montre bien, Steve, que même les remplaçants ont leur rôle à jouer dans cette formation de Servette. Oui, on le voit et on constate que Servette marque énormément de buts, que son jeu offensif, il y a un allant, c'est léché, il y a quelques goals qui sont magnifiques et ils sont vraiment dans une lancée incroyable. On sent qu'il y a une totale confiance actuellement chez les Grenats. Giorgio, est-ce qu'on peut dire que le FC Servette vous a pris la place de favori durant cette première partie de saison ? Oui, on peut dire qu'on trouvait le moment juste pour faire des points, pour enchaîner aussi une série de victoires. Et ça donne confiance. On a, dans notre part, on a manqué ce moment-là pour faire de sauter ce point-là, de chercher encore un peu plus. Et maintenant, on est là, on est derrière Servette. C'est bien qu'ils sont, eux, les favorites, alors on peut les attraper dans quelques matchs. Et justement, vous êtes derrière Servette parce que vous avez renoué avec la victoire hier soir face à Winterthur. On peut le dire avec la manière. Oui, les Vaudois qui restaient sur 3 matchs consécutifs sans victoire et un piètre match nul du côté de la Pontaise. C'était face à Vaduz le 3 novembre dernier. Ils affrontaient une équipe de Winterthur qui les précédait au classement de 2 longueurs d'avance. Ils avaient donc l'occasion de leur passer devant hier soir. Et l'ouverture du score tombe à la 12e minute de jeu avec un bon appel de Margiotta. Un centre au premier poteau, bien repris par Dominguez qui pique au premier. Imparable pour le portier zurichois. 33e minute, Lausanne double la mise suite à ce corner de Kukuruzovic qui trouve la tête de Luka Poss, bien aidé par la mauvaise sortie de Spiegel, il est vrai. Première titularisation en Challenge League et premier but pour le latéral lausannois âgé de 19 ans. Un quart d'heure plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Coup franc déposé véritablement par Kukuruzovic sur la tête de Poss. Deuxième but et premier doublé pour le jeune joueur. On se quitte à la pause sur le score de 3-0, mais ça va continuer en deuxième période puisqu'à l'heure de jeu, c'est Dominguez qui va également inscrire un doublé suite à 2 frappes contrées, une première de Livera et une deuxième de Margiotta. 73e minute, on retrouve Kukuruzovic qui cherche la profondeur, bien aidé par le défenseur Lekai qui permet à Sansilino Silva, entré 3 minutes plus tôt, de se retrouver seul et de se défaire habilement du portier zurichois. La réduction du score de Winterthur intervient à la 82e minute.
minutes, suite à un mauvais renvoi d'Alexandre Pache. Un but inscrit par Alves, qui restera anecdotique, Steve. Au vu du calendrier des Lausannois en cette fin d'année, cette victoire était impérative. Oui, je crois surtout qu'il y a eu une période un peu compliquée pour les Lausannois où les points ne s'accumulaient pas, malheureusement pour nous en Suisse romande. Mais surtout, c'est un match abouti, à mon avis. C'est peut-être un match référence pour vous, pour la suite. Et puis, ce qui est réjouissant, c'est de voir qu'il n'y a pas seulement à Servette que les remplaçants font leur job, mais en plus de ça, que ce soit à Servette, mais surtout à Lausanne, il faut mettre en évidence ces jeunes. Il y a Pos qui a marqué 2 goals, mais il y a aussi Puertas qui a joué et qui ont fait de très très bons matchs. C'est mettre en évidence le bon travail qui est fait dans la formation du côté de la Pontaise. On peut ajouter d'ailleurs Dominguez, qui est aussi un jeune joueur, même si on a plus l'habitude de le voir titulariser ou faire des minutes de jeu. Giorgio, est-ce que vous avez, vous, un objectif chiffré pour les 3 dernières rencontres? On sait que vous affrontez quand même 3 grosses écuries avant Noël. Pour chiffrer, c'est facile. On a dit qu'on voulait quelques matchs et 3 matchs encore à gagner. C'est clair, on a encore un à la maison contre Servette. Après, encore 2 matchs à l'extérieur avec Ville de nouveau qui est encore en concurrence avec nous. Alors, c'est clair qu'on va chercher le maximum. La question a été posée, est-ce que c'est le match le plus abouti de votre équipe depuis votre arrivée à Lausanne? Je pense oui, je pense que c'est le match qu'on a laissé un peu partir le frein à main, parce qu'on a beaucoup de situations dans certaines situations dans le match qu'on n'arrivait pas à faire le deuxième but. Jusqu'à la fin, on a eu la peine de marquer. Ce match hier, c'était comme ça qu'on a vraiment eu l'énergie sur le terrain. On voulait gagner, on voulait presser, on était haut, on était fraîche, on était aussi présent dans les duels. Et c'est bien que c'était comme ça, avec les changements qu'on a fait aussi, que ça me donne encore plus confiance dans ce travail qu'on a fait pendant les dernières semaines. Justement, avec des signaux forts que vous avez envoyés hier, Montero et Geta étaient en tribune, Rapp, Cabral sur le banc, certes peut-être pas pour les mêmes raisons. Pos et Puertas, vous en avez parlé, Jérôme, titulaire, 2 jeunes joueurs du Team Vaud. Il s'est passé quoi durant la pause internationale ou quelle réflexion vous a mené à prendre ces décisions qui sont fortes vues de l'extérieur? Non, parce que, comme dit, je suis un entraîneur qui donne beaucoup de confiance et j'essaie d'avoir un bon échange avec tout le monde. Et à un moment donné, quand les résultats ne sont pas ça qu'on attend, c'est normal qu'on va essayer de nouveaux choses. Alors là, les matchs amicaux qu'on a fait contre Thun, aussi, la semaine passée, on a essayé quelque chose. Et ça m'a donné une bonne sensation dans le jeu. Là aussi, les jeunes qui ont bien travaillé, qui attendent aussi derrière l'occasion de jouer. Et à un moment donné, c'était pour moi le moment juste de donner cet input de ma part aux jeunes et de la confiance aux jeunes pour faire un match comme on a fait hier. On a aussi vu de l'extérieur le sentiment que la mayonnaise, elle prenait pas. Justement, il y avait toujours un grain de sable. Est-ce vraiment lié qu'à cette pression? Quel est votre sentiment? Bon, moi, je voudrais voir que moi, depuis 6 mois, je suis là. Alors, il y a une histoire avant que j'arrivais. Cette histoire, c'est facile. On a des joueurs qui sont déçus. On a une saison difficile. Alors, c'est clair qu'ils font comprendre tout le monde. Alors, et le temps, c'est ça que l'entraîneur, normalement, il n'a pas, le temps de montrer ou de se donner les idées qu'on veut. Alors là, c'était normal qu'on va avoir des moments qui sont un peu plus faibles. Moi, j'étais très sereine dans mon travail parce que je dis, je dois regarder et à la fin, faire une image de tout le monde, de toute la situation, comme les joueurs sont, comme les joueurs réagissent aussi quand on ne va pas. On a eu un bon départ, c'était le moment peut-être pour enchaîner encore plus. Mais dans mauvaise phase, dans les phases mauvaises, alors c'est important pour moi, important pour moi de voir comment ils réagissent les joueurs, comment ils sont, comment c'est le climat entre les jeunes et les vieux, comment c'est le climat entre le groupe, le staff et aussi les dirigeants. Et moi, j'ai senti une extrêmement derrière moi, une force derrière moi, alors que je peux travailler serein, tranquille. Et alors, c'est pour ça que même quand on ne jouait pas, je ne perdais pas les nerfs, mais c'est clair que j'étais très sévère avec les équipes. On analysait très concentrément les choses. Et à la fin, c'était ça le résultat, qu'aujourd'hui, on est là, on a
rien perdu. Alors, on a toujours dans l'objectif, c'est toujours le même quand on veut monter, mais peut-être il a fallu avoir une phase comme on a passé peut-être cette septembre-octobre, je pense. On a parlé tout à l'heure du banc prolifique et important du FC Servette. Du côté du Lausanne, on joue plutôt la carte de la jeunesse, on l'a dit, avec ces changements qui sont intervenus déjà hier. Est-ce qu'il ne faudra pas tout de même, sur la longueur, avoir peut-être un petit peu de supplément au niveau peut-être de l'expérience, du poids pour jouer sur toute une saison la promotion ? Oui, si on voit les équipes qui sont montées dans les dernières années, Zurich, je pense, il a joué sans jeunes. Servette, il a pas beaucoup de jeunes. Alors, c'est aussi une chose qu'on s'est inscrit, qu'on veut faire, mettre des jeunes du Team Vaud. Comme on a dit, on a un très bon travail qu'on fait avec les jeunes, qui sont aussi là. Et c'est un objectif que j'ai pris quand j'arrivais ici, que j'ai dit, je veux intégrer quelques jeunes. Alors on voit que c'est pas toujours facile d'être sur les deux pistes ensemble. Alors d'avoir un objectif très clair, de monter surtout, et le deuxième aussi, avoir le potentiel du club, c'est les jeunes, de les mettre dans ce niveau pour se montrer. Alors là, c'est un peu difficile, mais comme dit, à la fin, j'ai confiance dans la qualité et les jeunes pour donner aussi quelque chose. Il va faire des fautes, mais surtout, s'il est prêt d'apprendre et de réagir sur ses fautes, alors j'ai absolument confiance qu'il va améliorer aussi vite et donner quelque chose pour ce championnat-là. Et avec des prestations comme hier soir, ça donne du crédit à Giorgio Contini pour bousculer la hiérarchie dans le vestiaire ? Oui, absolument. Pas seulement c'est le message moi. envoyé hier. Oui, c'est ça qu'il ne faut pas s'asseoir. Si on est une personnalité, il ne faut pas s'asseoir et être content d'être là. Surtout, il faut travailler. C'est un objectif, c'est un travail. Et comme dit, tout le monde veut faire du bien, veut faire son travail à 100%. Moi, je commence avec moi. Je suis très critique avec moi. Je sais que peut-être ce n'était pas tout juste, que les décisions que j'ai faites, ce n'était pas tous les justes. Alors, c'est le premier que je me mets en question, c'est moi-même. Et j'attends la même chose de mes joueurs qui réfléchissent, font une réflexion sur ce qu'on travaille pendant la semaine et pourquoi ils n'arrivent pas à corriger les fautes qu'on a fait peut-être la semaine avant. Alors, et si je vois qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas ou il ne veut pas changer ou il ne peut pas changer, alors à la fin, c'est moi qui dois changer quelque chose. Est-ce que c'est compliqué d'être l'équipe attendue tous les week-ends, justement, quand on affiche ses ambitions? Est-ce que ça a pu, dans un premier temps, vous crisper le vestiaire et, quelque part, pénaliser votre jeu? Oui, c'est surtout la chose mentale, je pense, parce que si tu dois gagner, si tu dois être l'équipe qui doit monter, alors on peut le parler, on peut le dire, mais accepter ça, c'est encore plus difficile parce qu'on se met automatiquement sous pression. Et surtout, si on voit un peu les joueurs, on n'a pas les joueurs qui ont gagné beaucoup les années passées, on a gagné des championnats, alors ce ne sont pas les joueurs qui sont déjà là et se disent, bon, ça joue. On se voit quand on a les équipes comme Bâle les années passées, qui même s'ils ne jouaient pas, tu savais, à la fin, ils vont gagner. Mais à ce moment-là, on n'a aujourd'hui pas encore une équipe qui est maintenant une équipe gagnante. Parce que si on voit le contingent qu'on a, on a même 13, 14, 15 joueurs qui l'année passée n'ont pas vécu une bonne année. Vous avez deux attaquants qui, quand même, au plus haut niveau, ont filé les buts assez régulièrement, bien sûr, Margiotta et Simone Rapp. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à jouer ensemble ? Bon, si on voit les qualités, sont de types différents. Margiotta a besoin Rapp a besoin de beaucoup de centres. Si on voit à Thun, il a fait avec Tosetti, c'était l'homme décisif pour lui qui pouvait marquer. Et Margiotta, il a eu une préparation pas optimale, mais si on voit les qualités qu'il a, hier, les appels, il a travaillé beaucoup, il a fait des assists. En plus, il a loupé quelques buts les derniers matchs par la 3 barres, poteaux. Alors, si un peu plus la chance, peut-être grâce à lui, on va faire 3-4 points plus. Alors, mais ils ne sont pas compatibles ? Non, c'est pas ça. Ils pourraient être dans ton 4-4-2 compatibles parce que les deux, ils se trouvent aussi. Mais il faut toujours avoir le choix. Comme on a aussi possession de ballon dans ce championnat-là, alors avoir encore plus de joueurs comme hier, par exemple, Maxi Dominguez qui est aussi un qui veut le ballon dans les pieds. Là, on a Kukuruzovic, on a avec hier Portas et Page, deux joueurs aussi qui sont encore plus à l'aise avec le ballon au pied. Alors, il faut avoir toujours un bon mix. Et là, ça a trouvé à moi le couple, les 2-3 joueurs qui jouent ensemble pour l'adversaire optimal.
En avant-saison, on parlait une nouvelle fois beaucoup de Lausanne et Servette. Puis après, on s'est dit que ce championnat allait se jouer entre 4-5 équipes. On pouvait rajouter Ville, on peut toujours les rajouter, Winterthur, éventuellement Schaffhouse et Vaduz. Hier, il y a quand même 2 grosses victoires, 5-1 pour vous, contre un des favoris également, on peut le dire, et 4-1 de Servette. Est-ce que les Romans ont marqué de leur empreinte de manière décisive, on va dire, la suite de ce championnat et montré que ça serait entre ces deux-là que ça se jouerait? Oui, je pense. Je pense que ça va être les 2 équipes qui, à la fin de la saison, vont être les 2 pour la montée. Parce qu'on voit la qualité du contingent, surtout aussi un peu l'enthousiasme qu'il y a derrière actuellement dans ce club. Alors je pense, j'espère aussi qu'on va jusqu'à la fin être les 2 équipes qui, dans ce championnat, vont donner le rythme. Il reste 3 matchs avant la trêve hivernale. Il y en a un qui est noté forcément pour tous les supporters lémaniques en caractère imprimé, le 8 décembre. Vous avez un message envoyé aux Servettiens qui, pour l'instant, ont 5 points d'avance sur vous. Bon, pas de message, parce que comme dit, j'estime beaucoup Alain qui travaille aussi bien là-bas. Alors, on se rejoint ce soir parce qu'on a fait déjà là-bas un bon match avec beaucoup d'émotions. Et ça va être la même chose. Alors, important qu'on est là et on va faire le meilleur, comme on dit, sportivement, on va gagner. Appel aux spectateurs, aux supporters. Mais oui, juste. Et on a montré aussi qu'il ne faut pas être toujours le meilleur, mais celui qui a un peu plus la chance. Et celui qui remporte les 3 points au final. Il y avait un match intéressant pour Ville et Servette qui se disputaient aujourd'hui. On prend connaissance des résultats avec vous, Jérôme. Oui, avec beaucoup de buts dans cette Challenge League, 22 au total. Et donc les 2 victoires, on en a parlé, de Lausanne et Servette, respectivement 5-1 et 4-1 contre Winterthur et Vaduz. Schaffhouse-Aro, c'était aussi hier, Aro 3-1 enfin, pour les Argoviens, à l'extérieur. Et puis aujourd'hui, 3 partout entre Chiasso et Kriens. Et la victoire de Ville en déplacement du côté de Rapperswil. Au classement, Ville chipe la 2e place à Lausanne. C'est toujours Servette donc qui est en tête, 2 longueurs d'avance sur les Sagallois. Lausanne est à 5 points des Grenats. Winterthur est en embuscade. Le trou est fait avec le reste du classement. Aro distance gentiment Chiasso qui est toujours lanterne rouge. Parce que dans la vie, il faut bien rire, et bien voici un nouvel épisode et sans transition aucune de What the Foot, préparé comme d'habitude par Vincent Rigolet et Mickaël Bugnon. Chez tel club, certains ou certaines sont parfois un peu lentes à la Il fallait détente. entamer un nouveau cycle, c'est ce qu'il a fait de fort belle manière pour l'instant, donc sans jeu de mots, pardon. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a du nez tactiquement. Il a été formé un petit peu à l'italienne. Tu viens de comprendre. Voilà. C'est quelqu'un qui a du nez tactiquement qui est... Plus réactif, mais c'est un peu moins naturel, Maradona va bien. Vincent, je suis pas sûr qu'il soit vraiment plus réactif. Interview d'après-match à l'appui. Ah ouais, quand même. Du côté du gardien de la Thaïlande, on a aussi quelques problèmes de lucidité face aux Philippines. Un bien joli rouleau. Alors que pour éviter les buts de casquette, il suffit d'en mettre une. N'est-ce pas, Laurent Walter? Et puisqu'on est dans le rap, Romelu Lukaku a fait un featuring avec The Color Grey, un rappeur qui est également son ami d'enfance. L'attaquant belge ne s'en sort pas si mal. Honnêtement, en termes d'attaquant qui rappe, on n'a rien à lui envier en Suisse, avec MC Alex Frey. Oh, c'est pas sympa de sortir les vieux dossiers. Et sinon, Maradona, il va comment? Et ben finalement, c'est Lucien Favre qui résume le mieux cette chronique musicale. Vestiaire, ça chante, vous êtes un bon chanteur? Moi pas, mais je chante pas, mais c'est les joueurs, ils ont le droit de chanter après une victoire comme hier, par exemple. Et Steve, à votre époque, ça chantait déjà dans les vestiaires, ça retournait les bouteilles d'eau? Ouais, ouais, bien sûr, c'est pas nouveau, ça. Maradona à l'interview. Heureusement, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de Natel, donc
C'était parfait, on faisait ça en catimini. Et Maradona, toujours aussi mythique à l'interview. On se plonge dans cette 15e journée de Raiffeisen Super League et on débute avec les rencontres d'hier soir et un match de folie qui se disputait à la Maladière. Certes, la première mi-temps a été un peu maussade, mais la fin de cette partie a été tout simplement explosive. Ouverture à la marque qui tombe à la 21e minute au terme d'une action xamaxienne rondement menée. Récupération d'Ouda et ensuite Nuzzolo qui va décaler Veloso. Veloso qui prend sa chance de 25 mètres et là, eh bien, blackout complet. Faute de main de la part de Brecher. C'est la boulette du week-end. 1-0 en faveur de Neuchâtel Xamax qui dit merci au passage au portier zurichois. En deuxième mi-temps, à la 56e minute, action d'Emmanuel avec Veloso, Douda, appui à l'aveugle de Nuzzolo et Veloso qui n'avait pas inscrit le moindre but jusqu'alors, inscrit un doublé 2-0 après 56 minutes de jeu. Xamax tient le bon bout et Xamax est bien parti pour signer les 3 points de la victoire. Voilà, mais le football est ainsi fait qu'on va vivre 20 minutes de folie et puisque Veloso avait inscrit ses 2 premiers buts de la saison, il y a un Zurichois qui s'est dit, eh bien pourquoi pas moi, c'est Kriesiu qui profite de ce très bon service de Marquezano qui va inscrire son premier but de la saison. Magnifique frappe à la 61e minute. L'avantage neuchâtelois n'aura duré que 5 minutes et c'est probablement là le tournant du match. Vous avez apprécié la première réussite dans ce championnat de Kriesiu, eh bien vous allez tout simplement savourer la deuxième qui tombe à la 64e minute. Regardez, renvoi. Et un joueur en confiance réalise de tels gestes. L'international kosovar qui a brillé aux côtés de Kololi et sous la houlette de Bernard Chalande inscrit une magnifique volée qui vient nettoyer le petit filet de Laurent Walter, impuissant. Les Xamaxiens montrent du caractère puisqu'à la 66e minute, c'est Douda qui, sur ce très bon corner de Veloso, vient transpercer la trajectoire du ballon et surtout projeter le ballon au fond des buts de Brecher, impuissant là en la circonstance. 3-2. Le match qui devient complètement fou. Regardez Monsieur San. Non, il n'y a rien sur cette action. Il fait signe de jouer, puis se ravise. 75e minute. Penalty totalement justifié, accordé aux Zurichois. Et c'est Kololi qui va le transformer. La faute signée Piquel a été commise à l'encontre de Dixon. Un match incroyable avec 20 minutes complètement débridées et une action, Steve, que j'aimerais vous montrer. À la 70e minute, Zurich inscrit un but sur cette action qui sera refusée. Votre avis? Ben, je pense que c'est correct parce que pour moi, Audet est en position de hors-jeu et à mon avis, il fait jeu. Et il empêche, à mon avis... Numéro 15, donc. Exactement. Hein, il empêche, à mon avis, Walter de faire vraiment ce qu'il veut. Donc, pour moi, là, il y a hors-jeu. Pour moi, il y a hors-jeu, clairement, ici. Je donne hors-jeu. Je ne suis pas toujours d'accord avec les arbitres, mais là, en l'occurrence, pour moi, il y a hors-jeu. Il fait action de jeu. Votre avis en voyant ces images? Oui, l'attaquant aussi bouge vers le ballon. Alors même s'il peut-être il bouge pas, il dérange pas, mais il a jusqu'avant le gardien. Je pense que c'est une position qui est hors jeu. Vendredi, les 20 clubs de Swiss Football League ont accepté à une très large majorité, 18 voix pour, une abstention et un vote contre l'introduction de la vidéo. La saison prochaine, votre avis de technicien sur le sujet? Même si la challenging ne sera pas concernée en l'occurrence. Oui, mais Giorgio sera peut-être concerné. Il serait peut-être en Super League, effectivement. Je pense qu'il l'espère fortement. Oui, absolument. Non, c'est une aide qui, je pense, aujourd'hui, dans le foot moderne, c'est une chose qui absolument, il faut avoir. Parce que c'est vite, il y a des discussions chaque week-end. C'est ça aussi un peu le foot qui fait intéressant, mais si on peut corriger certaines choses, alors peut-être ça fait du bien. On voit aussi les autres championnats, en Allemagne, en Espagne, qu'on fait en Angleterre, il n'y a pas. Alors le VAR, où il y a, c'est bon, mais il y a aussi pour la télé et les experts, alors il a aussi là beaucoup de choses pour discuter.
Alors messieurs, vous étiez unanimes pour dire que ce but a été invalidé à juste titre. Ludovic Magnin s'est étendu dans la presse, forcément du côté zurichois, on ne voit pas la lecture de cette action de la même manière. Du coup, je vous pose la question, la VAR sur ce type d'action, elle va rien résoudre. Alors, on est toujours dans le regard subjectif d'une personne, ça c'est clair, quoi. Maintenant, moi, pour ce qui est de la VAR, j'espère juste qu'on ne l'utilisera pas comme le début du mondial où les joueurs exigeaient de l'arbitre qu'il aille faire le nécessaire. Mais par contre, depuis les quarts de finale, ça avait été très classe à ce niveau-là. Et j'espère que c'est plus dans ce sens-là qu'on va. Mais aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de cette technologie pour les arbitres, c'est clair. Pour revenir à la rencontre donc, entre Xamax et Zurich, forcément 2 points de perdus pour Neuchâtel qui avait mené tout au long de la partie. On verra dans la lecture du classement les incidences de ces 2 points perdus pour les Rouges et Noirs. IB, le leader qui caracole seul en tête du classement, recevait Lugano et ça n'a pas été aussi simple que cela. On n'a pas assisté au plus beau match vu ces derniers mois du côté du Stade de Suisse. Peu d'action et un seul but qui permet tout de même aux Young Boys de s'assurer une 4e victoire consécutive en championnat. IB s'est surtout montré dangereux en deuxième période avec d'abord un débordement et une frappe puissante d'Assalé à la 55e minute qui finit sur le poteau de Dacosta qui était battu. On voit cette frappe au ralenti. Les jaunes et noirs qui trouveront finalement l'ouverture à 7 minutes de la fin du temps réglementaire suite à ce coup franc de Souleymani qui passe par-dessus le mur et qui trompe le portier luganais. Une victoire sans discussion pour les hommes de Seoane, mais qui aura laissé des traces puisque O'Haro a dû sortir sur blessure à la mi-temps. Suite à ce contact avec Sulmoni, on précisera que l'attaquant français s'est rendu à l'hôpital hier soir pour effectuer des examens et c'est tombé. Il ne jouera pas du côté d'Old Trafford. Giorgio, déplacement déjà difficile à Manchester pour Young Boys. Sans O'Haro, ça ne va pas forcément leur faciliter la vie. Absolument, c'est le joueur un peu clé aussi pour le jeu, pas seulement offensif, parce que c'est un joueur qui t'aide beaucoup défensivement. Alors je pense, là, Seoane, il va trouver le nouveau choix avec, Nsamé, peut-être que c'est un joueur qui peut faire ça. Et on a aussi Faznar qui a déjà joué en pointe, alors c'est dommage pour lui, oui. Steve, 3e défaite consécutive pour Celestini du côté de Lugano. C'était pourtant bien parti. Est-ce que l'effet psychologique du changement d'entraîneur s'est terminé? Ouais, ça ne dure jamais très longtemps, hein, l'effet psychologique. À un moment donné, vous faites face à la réalité, à la qualité de vos joueurs, comme le disait tout à l'heure Giorgio. Vous arrivez durant le championnat, vous n'avez pas choisi vos joueurs. Vous devez faire face à, quand même, à un moment donné, une certaine déception. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'on change d'entraîneur. C'est que les résultats escomptés n'étaient pas là et qu'il faut mettre quelque chose en place. On sait que Celestini a un jeu assez précis et que cette manière de jouer exige beaucoup de temps. Ce temps, souvent, les entraîneurs le veulent en préparation. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas pour Celestini. Donc, je pense qu'on verra le vrai Lugano de Celestini après la pause. Giorgio, un mot quand même sur le parcours d'IB. 13 victoires en 15 matchs de championnat. Bon, c'est fantastique. Je pense là, on a fait un très, très bon travail. Bon, l'équipe, elle est restée ensemble. Alors, ils ont déjà la confiance de l'année passée, du championnat qu'on gagnait. Après, la Champions League, pour jouer aussi ça donne aussi encore de confiance en plus. Mais je pense que c'est une équipe qui est plein force et il prend la distance sur le deuxième. Et actuellement, qui n'a pas de rival dans le championnat. Bien, mardi, vous en avez parlé, messieurs, IB se déplace du côté de Manchester. Mais quelques heures avant les Grands, eh bien, ce sont les M19 des Young Boys qui seront opposés à leur homologue anglais dans le cadre de la Youth League, qui n'est autre que la petite sœur de la Ligue des Champions. Vincent Rigolet et Elodie Croza se sont rendus à Berne cette semaine pour suivre leur préparation. Manchester United, Juventus et Valence, ce sont aussi les adversaires des espoirs d'IB. Pour Gérard Castella, c'est une chance unique de s'évaluer au niveau international face à des clubs de ce calibre. Ça permet aussi à ces jeunes joueurs de voir ce que c'est le haut niveau, de pouvoir aussi voyager avec la première équipe, de jouer dans des centres d'entraînement fantastiques. Et puis surtout, je dirais ce qui est important, c'est qu'ils ressentent un petit peu qu'est-ce que c'est d'avoir la boule au ventre quand on rentre sur un terrain de club européen comme ça. À 17 ans, Félix Mambimbi et ses coéquipiers vivent cette aventure pleinement. Mentalement, il n'y a rien de mieux. On n'a même pas besoin de motivation. Le coach, il a
limite pas besoin de parler, on est tous là, on attend juste le sifflet de l'arbitre pour aller sur le terrain et ça se ressent même sur le discours du capitaine avant le match. Il nous motive en brûle en nous et c'est normal, on vit pour ce genre de match. Après 2 courtes défaites contre Manchester et la Juve, les jeunes Bernois ont partagé l'enjeu au Stade de Suisse avec Valence et sont allés s'imposer en Espagne. Joël Magnin tire les premiers enseignements de cette expérience. Il y a une différence au point de vue technique. C'est des joueurs d'une technicité qui est quand même supérieure à la nôtre, mais point de vue conditions physiques, mentalité et techniquement organisation, je pense que là, on est au même niveau. Sa formation voyage avec la première équipe et c'est aussi l'occasion pour les jeunes talents d'assister aux rencontres de leurs aînés. C'est magique, comme je dis. La musique de Champions League, déjà qu'on va regarder le match après notre match, c'est quelque chose de... Déjà dans mon tête, j'ai 1000 vidéos. Je fais que de filmer, c'est vraiment... Et puis en plus, c'est des pros. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre tous les jours. Cette vitrine internationale qu'est la Youth League attise bien sûr l'intérêt des agents et autres recruteurs. Naturellement qu'il y a un risque qu'on s'intéresse à nos joueurs, mais d'abord ça veut dire qu'on a des bons joueurs, donc on est très contents. Et puis surtout, nous on espère de motiver nos joueurs qu'un jour ils jouent en première équipe de Young Boys, c'est ça l'objectif. Mardi, les M19 d'IB joueront Manchester United et pour le coach, la mission est de taille. On va aller chercher 3 points, ça c'est sûr, mais on va déjà être très bien organisé, c'est ça notre but, d'être très solidaire, il nous faudra un très grand gardien aussi pour gagner ce match et de l'expérience en plus, et on va vivre aussi après notre match un très grand match à Old Trafford avec notre première équipe, ça sera aussi quelque chose en plus pour nos jeunes. Les jeunes Bernois qui s'étaient inclinés dans le temps additionnel face à Manchester lors de la première journée. Oui, c'est une belle vitrine, c'est aussi une motivation pour toute la structure junior de Young Boys. On l'entend dans les propos, on le voit dans le regard de ces joueurs. Mais oui, clairement, quand le jeune dit qu'il filme tout ce qu'il peut filmer, faut pas ces joueurs ils jouent sur les terrains annexes juste avant le match des plus grands. Et moi, lorsque je vais voir les matchs de Ligue des Champions, je profite toujours d'aller regarder ces jeunes. En l'occurrence, je me rappelle, à Bâle, j'ai été voir Bâle contre Real Madrid. Je regardais le match à côté d'Hierro, parce que c'est très intimiste. Et sur le terrain, vous avez les stars de demain, que ce soit d'un côté, là ce sera le côté de IB, et de l'autre côté, du côté de Real. Je me rappelle qu'il y avait un joueur qui nous tapait dans l'œil du côté de Bâle, c'était Ayati, qui aujourd'hui est le centre-avant de FC Bâle. Voilà pour cette parenthèse pour les jeunes juniors de Young Boys, parenthèse que l'on referme parce qu'il y a encore 3 matchs qui se sont déroulés en ce dimanche après-midi que l'on va vous présenter. Mais l'actualité, vous le savez, eh bien, elle se passait en dehors du rectangle vert dans la cité zurichoise. Pour la 3e fois, le peuple de Zurich était appelé à passer devant les urnes et aujourd'hui, c'est un oui qui, on le voit, ravit les supporters de Grâce au Père. Giorgio, vous n'êtes pas de Zurich-ville, mais du canton de Zurich. Que vous inspire cette votation ? Surtout, je connais l'Artum, le vieux Artum. J'ai joué là-bas contre Getse à l'époque où il y avait encore les Subiat et les Kubila et Turkilmats. Alors, je sais bien que c'était un stade de foot sans piste. Alors, ce qu'on appelle vraiment une atmosphère du foot. Alors pour les Zurichois, c'est une grande journée aujourd'hui, je pense, une grande victoire aussi. Mais maintenant, ça va encore aller quelques années jusqu'à ce que le stade va arriver. Et je pense que c'est un bon signal pour le Suisse, pour le foot zurichois. La plus grande ville de Suisse qui d'ici 4 ans devrait avoir un vrai stade de foot. Vous, l'ancien de Getse, on sait que ça vous ravit particulièrement, mais il peut encore y avoir des oppositions, ça a été déjà compliqué par le passé, ou cette fois-ci, le projet a plus de chances d'aboutir ? On espère que cette fois-ci, le projet aboutisse. C'est vraiment important pour une ville, une des plus riches villes du monde. On n'a pas de vrai stade de foot. En plus, on a la chance d'avoir 2 clubs en Super League au plus haut niveau, sans stade. Et c'était extraordinaire, l'ambiance de Hartum. C'était un petit stade à l'anglaise. C'était génial d'y pouvoir jouer. Je crois que les joueurs et même les dirigeants, je pense, du FC Zurich ne seront pas contre d'aller jouer dans un vrai stade de foot, même que ce sera au Hartum, où historiquement, c'est le club vraiment adverse. D'ailleurs, l'un des fers de lance de cette campagne, c'était le président Canepa, pour preuve que vous avez effectivement dit juste, Steve. Sur le terrain, du coup,
dynamisés par ce oui sorti des urnes. Les sauterelles, on ne va pas dire n'ont fait qu'une bouchée de Saint-Gall, mais ont largement dominé les débats. Et pourtant, on aurait pu penser que le FC Saint-Gall partait favori dans cette rencontre au vu de leur position au classement, mais aussi victorieux de leurs 4 dernières confrontations, notamment la dernière, c'était le 29 septembre, 2-1 pour le FC Saint-Gall. Et vous le voyez, à la 3e minute, on fêtait encore le nouveau stade du côté des Grasshoppers. Et puis on en a profité peut-être un petit peu pour ne pas voir grand-chose et inscrire le 1-0, un but inscrit par Ngoy, c'est son 2e but en 2 matchs, après un ballon récupéré par Diani et un centre dévié. 14e minute, on va le voir, Grasshopper va doubler la mise avec un centre cette fois de Lavanchy. Encore une fois un centre dévié, mal négocié cette fois par le portier Stojanovic qui relâche devant Bajrami qui peut conclure. C'est aussi pour lui son 2e but en 2 matchs. Plus rien ensuite jusqu'à la 27e minute de jeu et une nouvelle action zurichoise lors de laquelle on va retrouver Emry Pinga, ancien joueur du FC Sion, partir seul face à Stojanovic. Et puis finalement Pinga qui va mal piquer son ballon, arrêt facile du portier saint-gallois, score à la mi-temps 2-0. 56e minute, nous allons assister juste après le ralenti de Pinga à la réduction du score du FC Saint-Gall. Corner Barnetta en retrait pour Videvert, remise ensuite à Barnetta. Centre-tir en direction de Sierro qui ne dévie juste pas le ballon. Le but est bel et bien accordé à Barnetta qui peut inscrire donc sa 4e réussite personnelle cette saison. 80e minute, une nouvelle action zurichoise, un ballon récupéré à mi-terrain. Pinga, une nouvelle fois lancé en profondeur, qui se retrouve seul face à Stojanovic pour la 2e fois, mais le portier sort en l'occurrence vite. Eh bien, 3 minutes plus tard, il y aura encore une occasion saint-galloise, un match qui aurait pu tourner d'un côté ou de l'autre, soit avec le 3e des Grasshoppers, soit avec l'égalisation. Finalement, on en restera là, puisque le centre de Taffer, dévié dans un premier temps, mal repris par Lindner, et un ballon qui va finalement revenir dans les pieds de Taffer, eh bien, sera mal négocié, puisque la reprise file directement dans le filet extérieur. Un résultat positif pour Getse Steve, et donc du coup un résultat négatif pour Neuchâtel. Ouais, c'est d'autant plus que Neuchâtel avait perdu il y a 15 jours contre ce même Getse 3-2 à la maison. On se rend compte maintenant que Getse est dans une dynamique positive en ayant fait 6 points sur les 2 derniers matchs. Donc, effectivement, c'est pas un bon week-end pour les Rouges et Noirs, malgré le point acquis hier soir. Giorgio, j'imagine que vous avez toujours un œil, un regard attentif sur les résultats du FC Saint-Gall et des résultats souvent en dents de scie. Oui, c'est clair que les résultats sont... la manière qu'il joue est très positive. Alors il essaie de faire quelque chose. Les résultats actuellement, ça ne répond pas. C'est toujours difficile à expliquer de l'extérieur pourquoi pas. Mais à un moment donné, à la fin, c'est toujours... oui, le résultat, les 3 points que tu cherches, et c'était la patte, alors tu as fait quelque chose qui n'était pas très bien. Et les équipes du bas de classement qui se rebiffent, et ça va nous donner une densité encore plus importante au niveau du classement. Mais on y reviendra d'ici quelques minutes à ce classement, parce qu'on a une réaction d'un buteur à vous diffuser. Elle nous parvient forcément des rangs zurichois. Julien Ngoy, c'est une soirée parfaite pour Grasshopper. Le nouveau stade est accepté et vous gagnez contre Saint-Gall, ça ne pouvait pas être mieux. Oui, c'est une très bonne journée, une très bonne soirée pour nous. On a eu la nouvelle aussi et on est très content par rapport à ça, on est très content par rapport à la victoire aussi. On avait vraiment besoin de cette victoire et on est très très heureux d'avoir eu ces 3 points, quoi. C'était compliqué en 2e mi-temps, surtout Saint-Gall est revenu plus fort qu'en première avec ce but marqué, ce 2-1. On a senti Grasshopper un peu fébrile, mais vous avez tenu bon cette fois-ci par rapport au premier duel de la saison où ça avait tourné en la faveur de Saint-Gall. Ouais, tout à fait. Première mi-temps, ça allait honnêtement, ça allait. 2e mi-temps, pas trop, mais bon, on va essayer de rectifier ça pour les prochains matchs. Mais en tout cas, la victoire, ça, c'est le plus important. C'est très dur, mais bon, on a la victoire. Donc voilà. Vous avez eu peur quand Saint-Gall a marqué le 2-1 de revivre ce même scénario que lors du premier match? Oui, honnêtement, je me suis dit... bien sûr, j'ai confiance en mes coéquipiers, mais on s'est dit, bon, on ne sait jamais. Donc on a quand même bossé dur ensemble. On était très soudés, on était très calmes. Et on aurait pu aussi marquer aussi des buts, mais on ne les a pas concrétisés. Donc voilà. Merci beaucoup et bravo. Merci d'être venu. Merci.
Sion qui accueillait le FC Thun, 3e du classement, équipe spectaculaire, et Sion qui, au coup d'envoi de cette partie, n'avait signé qu'une seule victoire à domicile. C'était lors du derby roman face à Neuchâtel Xamax. Eh bien, les Valaisans qui évoluent en 4-3-3 avec un trio offensif, Legnani, Casami et Adrian sur le front de l'attaque, eh bien, vont partir pied au plancher. Récupération Legnani, ouverture Kouassi et Pachtim Casami inscrit le but le plus rapide de la saison en faveur du FC Sion. Vous le voyez, on joue à peine depuis 180 secondes. Les Valaisans, Steve, qui vont archi dominer cette première mi-temps et qui vont regagner les vestiaires avec ce petit but et unique but d'avance, ça aurait pu leur coûter cher. En effet, ils ont dominé, mais effectivement, ils ne mettent pas assez leur occasion nette, tuer le match, comme on dit. Avec, en l'occurrence, cette action qu'on a conservée, avec cette erreur de Fèvre, dont, eh bien, Bamert, dans un premier temps, Kouassi, dans un deuxième temps, Bamert n'arrive pas à convertir. Deuxième mi-temps avec la sortie de Legnani sur blessure. Un homme qui va le suppléer, qui va se mettre tout de suite en évidence, c'est Fortune. Il percute, il transmet à Casami qui écrase un peu sa frappe. Arrêt signé Fèvre. On revoit le duel gagné et la percussion de Fortune du bout du soulier qui transmet à Casami. On prend les mêmes et on recommence à peine 2 minutes plus tard. Plein axe cette fois-ci. Fortune qui va lancer Casami dans l'intervalle. Casami qui se heurte cette fois-ci au filet extérieur de Fèvre qui, semble-t-il, était tout de même idéalement placé pour capter l'envoi de Casami. Un Casami qui prend de plus en plus d'importance sur le front de l'attaque. On l'a dit, le FC Thun est une équipe très dangereuse en deuxième mi-temps et elle va sortir du bois. 55e minute, duel gagné à mi-terrain avec Ediger. Et à la conclusion, eh bien, on va retrouver Sorgic, le meilleur buteur du championnat, qui en extension glisse ce ballon juste au-dessus de la cage de Fickencher. Petite embellie pour le FC Sion sur balle arrêtée. Alors qu'on revoit d'abord l'égalisation. Effectivement, j'ai sauté une de mes lignes. Pardon pour cela. Tosetti libre de tout marquage qui va cette fois-ci trouver Sorgic au deuxième poteau, qui devient le seul meilleur buteur du championnat, inscrivant sa 11e réussite. On va dire à ce moment-là que l'avantage sédunois réduit à néant n'est que justice parce que Thun a été meilleur durant les 20 premières minutes. Oui, tout à fait. Ça faisait un bon quart d'heure que Thun était sorti du bois et qu'on sentait le FC Sion un petit peu moins organisé. Il faut bien admettre que la sortie de Masseras avait un petit peu embêté les projets de Yakin. Et l'embellie dont on parlait tout à l'heure, la voici avec ce coup franc dangereux pour Fèvre, mais bien maîtrisé par le portier oberlandais. Des équipes qui vont se neutraliser. Il faudra un éclair de génie, un exploit individuel signé de Bastia Thomas. Bastia Thomas, première tentative, le renvoi à Tosetti, il manque sa sortie, il est bousculé. L'arbitre, M. Fendrich, n'intervient pas. Zok décale Thomas qui prend sa chance. Et là, ça se passe de commentaire. Thomas est important parce qu'il fait peut-être une petite faute sur Tosetti. On verra ce que Giorgio en pense. Mais ouais, le VAR. Et puis alors derrière, c'est fantastique parce que c'est la flappe tout en équilibre, légèrement prise de l'extérieur. On voit un ballon d'ailleurs qui a une courbe, qui monte et qui redescend. C'est imprenable pour Fèvre. Et c'est une fois de plus un coup de baguette magique de ce Thomas qui, on se rappelle, l'a déjà fait 2-3 fois, soit sur des passes. On se rappelle celle à Neuchâtel, je crois que c'était pour Lienani, quelque chose de magnifique dans la profondeur. C'est vraiment un joueur qui survole ce début de championnat et que finalement on découvre en plus de ça, donc une bonne surprise. Et donc, deuxième victoire obtenue à domicile par l'équipe valaisanne. Bastia Thomas, il a illuminé la fin de partie, vous en parliez en bien, Steve. Eh bien, que nous dit-il au micro de Laurent Antonioli? Bastien, on a eu peur que Sion regrette finalement les occasions qu'il n'a pas réussi à marquer lorsqu'il y avait 1-0. C'est vrai, on s'est fait peur tout seul. On a manqué de créatisme devant, puis ça a failli nous coûter, mais heureusement qu'on a marqué le 2-1 et puis cette victoire à Tourbillon, elle fait du bien aujourd'hui. En effet, c'est seulement votre deuxième de la saison. Sion doit gagner beaucoup plus à domicile pour essayer de remonter un peu au classement. C'est sûr, il faut que Tourbillon, ça soit notre forteresse. Et puis j'espère qu'avec ce match-là, on va déclencher une série ici à Tourbillon. Et puis pour vous n'êtes pas que passeur, vous êtes aussi capable de frapper et puis de marquer finalement. Non, c'est vrai, c'est sûr. Ça, c'est des frappes que j'entraîne à l'entraînement.
Et puis aujourd'hui, heureusement qu'elle est bien partie, puis ça a pu aider l'équipe aujourd'hui pour les 3 points. Merci Bastien et bonne suite. Merci, pas de problème. Le sourire retrouvé du côté de Tourbillon. Le FC Sion est adoré ou détesté en Suisse romande. En Suisse alémanique, on porte quel regard? Ou quand on est un technicien qui vient affronter le FC Sion, on porte quel regard sur l'équipe valaisanne? Bon, normalement, c'est l'équipe que à Tourbillon, c'est difficile à battre. Alors, une Bastion à la maison. Moi, j'avais toujours la peine à jouer avec mes équipes comme joueur, même comme entraîneur à Sion. Mais une équipe qui a toujours la qualité individuelle. Alors, ça on sait bien que des fois, il manque un petit peu, il faut un sacré match. Ou des fois, comme on a eu aujourd'hui, il manque la stabilité parce que je pense connaître Mourat, le 1-1, après la perte de balle de Tsok, je pense à l'analyse demain, ça va être très sévère avec lui. Effectivement. Il y a un joueur pour qui ce retour à Tourbillon est toujours particulier. C'est le Valaisan exilé du côté de Thun, Grégory Carlen. Grégory, ça a été un match difficile pour votre équipe. Vous avez peut-être même failli quand même repartir avec un point. Oui, c'était un match compliqué. C'est dur à analyser à chaud, mais c'est vrai qu'on revient à 1-1. C'est dommage qu'on prenne ce but à la fin. Qu'est-ce qui a manqué à Thun aujourd'hui? On a l'impression que la première mi-temps a été la plus difficile peut-être de votre saison parce que Sion vous a empêché de jouer. Hein. Oui, c'est clair que chez nous, on arrive bien à jouer, on arrive bien à développer notre plan de jeu. Aujourd'hui, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de monde au milieu. Je pense qu'ils ont compris que ça nous a fait mal. Et puis, jusqu'à la fin du match, c'était compliqué à aller de l'avant et à se créer des occasions. Merci Grégory, bonne suite. Merci. Vous savez compter tout comme nous. Il y avait donc 5 matchs à l'affiche de cette 15e journée. Il en reste un à découvrir. Assez heurté entre Lucerne et Bâle. Et si ça se passe plutôt bien pour le FC Lucerne depuis quelques temps à l'extérieur, c'est plus compliqué à domicile puisqu'il restait sur 3 défaites consécutives à la maison face à Sion, Thun et Zurich. 3 matchs lors desquels ils avaient encaissé tout de même 10 buts. On attendait donc une réaction à domicile pour le FC Lucerne. Elle a eu lieu déjà à la 7e minute avec un bon ballon de Demachaï, un ballon en cloche pour Schurf, totalement esselé à l'orée ou même dans la surface de réparation, qui reprend ce ballon d'une demi-volée imparable dans le petit filet. 6e but pour l'attaquant du FC Lucerne. 22e minute de jeu, on va assister à quelque chose de très spécial dans cette partie. C'est un tir cadré du FC Bâle. Il s'agit d'Ayeti qui se retourne, qui frappe, bel arrêt de Zibung. C'est le dernier plutôt tir cadré du FC Bâle jusqu'à la fameuse 95e minute. Et puis vous avez parlé, Alain, d'un match un petit peu mouvementé. Effectivement, il y a eu des duels, il y a eu une sortie de Knežević sur blessure. Et puis ce duel-là, sanctionné par M. Bierry d'un carton jaune. Mais d'après plusieurs personnes, on aurait pu mettre la rouge. Giorgio, un avis là-dessus? Oui, je pense qu'il n'y a pas des opinions. Là, c'est clair rouge face à notre action qui va seul au but. Alors là, je pense qu'elle a eu la chance, Tchoka. Bâle qui continue donc à 11 contre 11 avec une frappe de Djoufi qui passe au-dessus à la 75e. Et puis à la 88e, l'action la plus dangereuse, à part le but bien sûr, pour le FC Lucerne avec une frappe très sèche, très lourde de Schultz qui tape le poteau extérieur du portier Omlin qui s'en sort bien. Lucerne qui aurait donc pu creuser l'écart sur cette action. Et puis la fameuse 95e minute avec l'égalisation qui va tomber des pieds de Tchemert, un centre dévié ou plutôt repoussé dans un premier temps par la défense. Et puis il y aura ensuite ce tir d'Ayeti et puis Tchemert qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Steve, au vu du scénario, bien sûr, il y a peut-être une bonne opération pour le FC Bâle, mais un point à Lucerne, sachant que Lucerne ne gagne pas beaucoup à la maison, un point pour Lucerne à domicile, ça n'arrange finalement pas grand monde. Bon, je tiens quand même à préciser que le but a été marqué au-delà du temps réglementaire. Donc, ceci juste pour faire un petit clin d'œil à 94 minutes et 11 secondes. Exactement. Alors qu'il y avait 4 minutes. Et comment vous dire ça pour moi, depuis une année et demie, le FC Bâle n'est plus cet ogre qui faisait peur depuis 8 ans. Donc aujourd'hui, cette égalisation, pour moi, c'est un bon point pour le FC Bâle parce que voilà, il perdait encore dans les arrêts de jeu. Et le retour d'Omlin, donc, en terre lucernoise, qui ne se termine pas de manière si négative. Giorgio, un regard justement sur ce FC Bâle qu'on a connu très dominateur.
c'est quand même un écart difficilement compréhensible de l'extérieur. Oui, c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce qui se passe depuis une année avec les clubs, les joueurs, parce que je pense que si on voit les contingents, il a de qualité. Alors, il y a des joueurs encore qui sont au-dessus du niveau, je dis, de la manière de la Super League. Alors, je pense là, oui, le changement de plus être le leader, de plus être l'équipe, et comme on a dit, ils font plus peur. Alors ça ils donnent un travail à penser aux joueurs. Alors, ils sont plus relâchés sur le terrain, ils pensent beaucoup. Et ça peut avoir quelque chose aussi avec tout le changement des structures de la dirigeance. Alors ça donne un nouveau visage. Et oui, à un moment donné, c'est les résultats qui ne sont pas là. Et on le verra, il y a un écart abyssal avec Young Boys. On a tout de même une réaction à vous faire partager. Elle vient du Fribourgeois Christian Schnebly. Christian Schnebly, vous n'êtes pas passé loin de la victoire. Pour votre générosité aujourd'hui, elle aurait été méritée. Ouais, tu le dis. On aurait mérité la victoire, mais malheureusement, ils ont quand même assez de qualité dans l'équipe pour marquer à la fin encore. Ces 3 points qui ont été si proches, qu'est-ce qu'il a manqué? Qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus pour les obtenir? Ouais, ils ont eu un très bon gardien au but aussi. Comme il arrête le tir de Marvin Schulz et ma tête à la fin, là, je ne sais pas comment il l'a sorti, mais il l'a sorti. Et puis voilà, ils étaient très efficaces devant et puis derrière aussi. Et puis voilà, c'était chaud, mais ouais, on aurait mérité la victoire, mais malheureusement, quand même, on a laissé un peu à la maison. Il y a quand même beaucoup de regrets où on se dit, c'est peut-être une performance référence, on peut bâtir là-dessus. Ouais, quand même, si tu l'encaisses en dernière minute, c'est toujours un peu frustrant, mais quand même, c'est le foot. On a fait une bonne prestation, mais ouais, tu ne peux pas toujours gagner, mais heureusement, la prestation, elle était bien. Une des meilleures cette saison, la meilleure? Ouais, ça continue. À Lugano, c'était bien aussi, on était très efficace. Aujourd'hui, on a eu des occasions, mais comme je dis avant, il y a Jonas Omlund au but. Mais quand même, aujourd'hui, c'était une des meilleures. Voilà. Merci. Voilà, nous avons tout vu. Il est temps de faire un peu de comptabilité avec vous, Jérôme. Aucune victoire à l'extérieur et 15 buts inscrits, 7 hier, 8 aujourd'hui. Le match nul 3 partout entre Xamax et Zurich. IB Lugano 1-0. Aujourd'hui, Getse Saint-Gall 2-1. Lucerne Bâle 1 partout et la victoire du FC Sion face à Thun sur le score de 2-1. Au niveau du classement, eh bien, vous voyez 16 points d'écart entre le premier et le deuxième et 12 points d'écart entre le deuxième et le dernier Neuchâtel Xamax qui est légèrement largué, on va dire, quand même 4 points de retard sur l'actuel barragiste Lugano. Et puis au milieu de classement, c'est très serré puisqu'il y a 3 points entre le 3e Thun et le 6e FC Lucerne. Sion est 7e. La prochaine journée avec peut-être des jeunes balles de match, vous le voyez, Bâle qui reçoit Young Boys et on relèvera encore Sion qui accueille Lucerne et Neuchâtel Xamax qui se déplace sur la pelouse de l'équipe qui le précède, le FC Lugano. Vous voulez aller soutenir votre équipe favorite, vous le savez, depuis le début de la saison, vous pouvez visiter notre page Facebook Téléclub Sport Romandie, un petit pouce en l'air. Et si le tirage au sort vous sourit, eh bien, vous serez le week-end prochain, bien au froid, dans un stade helvétique. Voilà, l'heure de jeu, c'est déjà terminé, ça passe vite. Et effectivement, le programme de la semaine, avec, on l'a dit, le retour des Coupes d'Europe et le déplacement de Young Boys du côté de Manchester. Mais vous en avez pris l'habitude, tous les matchs de la Ligue des Champions sont à suivre sur Téléclub. Manchester, IB, tout comme l'attribution du Ballon d'Or, eh bien, on en parlera demain à 19h dans Match après Match. Mais notre prochain studio, eh bien, c'est dans quelques heures, dans 1 heure, pour être précis, le derby de la Lanterne entre Genoa et la Samp. Giorgio Contini, vu vos origines, je suis obligé de vous poser la question. La Serie A, cette année, qu'est-ce que ça vous inspire, le derby de la Lanterne? Oui, parce que moi, ça m'inspire surtout Naples comme ils jouent. Parce que c'est une équipe qui me plaît de regarder. Mais moi, je soutiens un peu le AC Milan. Moi, je pense, j'ai parlé avant, il avait encore le temps de Van Basten et Gullit que je me souviens bien. Actuellement, j'ai pas la peine de comprendre ce que fait Gattuso, mais peut-être, voyant quelques matchs, je comprends plus. Vous souffrez? Oui, absolument. Eh bien, ne manquez pas donc ce derby. Et si vous voulez savoir pourquoi on appelle Genoa Sampdoria le derby de la Lanterne, Daniel Romano, eh bien, vous dévoilera les secrets de ce
derby. Voilà, 3h30 d'antenne qui arrive à leur terme. Merci Giorgio Contini. On vous tient les pouces comme à tous les clubs romans, particulièrement dans ce championnat, pour la suite et pour les 3 dernières rencontres qu'il vous reste à disputer. Merci Steve pour votre contribution et Jérôme, bien évidemment, toujours au top de la statistique et de la formation. Merci à Régis Berisville et Andy Graff qui ont piloté ce long dimanche après-midi. Merci à vous surtout pour votre fidélité. Agréable soirée. Salut.